Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix d'évoluer professionnellement ou d'exercer leur métier différemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence, qui est médecin biologiste de formation et qui exerce depuis 13 ans comme médecin scolaire dans le département du Rhône. Elle a accepté aujourd'hui de nous parler plus en détail de son métier et de cet exercice de la médecine que peu d'entre nous connaissent véritablement. Bonjour Laurence, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours initial en tant que médecin biologiste et surtout des raisons qui ont fait que tu as voulu, changer de voie ou évoluer? Bonjour. Donc oui, effectivement, je suis médecin biologiste de formation. J'ai fait mon internat de biologie, à Paris. Donc je dirais que tant que j'étais à l'hôpital, c'est un internat qui m'a beaucoup intéressée. Ouais. Et après donc je suis arrivée en libéral, donc j'ai déménagé dans la région lyonnaise et donc j'ai travaillé, dans un laboratoire d'analyse médicale, en libéral. Et là, l'exercice m'a beaucoup moins intéressée. Il y avait beaucoup de prélèvements, c'était vraiment de la gestion d'une petite entreprise et je me suis dit que c'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment. En parallèle, j'avais mes 3 petits-enfants, Mmh. donc et je connaissais un de mes oncles qui était médecin de l'éducation nationale. Donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler la première fois. Du coup, je me suis renseignée, je suis allée, au service de promotion de la santé en faveur des élèves, au rectorat. Et donc j'ai rencontré un médecin conseiller technique, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc j'ai demandé si moi, médecin biologiste, je pouvais, prétendre à être médecin de l'éducation nationale. Et on m'a accueillie vraiment à bras ouverts. On m'a dit: «Mais tu as un diplôme de docteur en médecine, il y a aucun souci». Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça m'a vraiment beaucoup plu et donc je suis restée. Est-ce que tu as dû faire une formation au préalable pour, débuter sur ton poste? Est-ce que tu as dû passer, je sais pas, des concours? Comment ça se passe en pratique pour la jonction? Voilà, alors en pratique, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi et c'est vrai que depuis, il y a eu des petits changements. Mais moi, j'ai été, directement vacataire dans le grand bain, donc je suis arrivée directement, on m'a donné une liste d'écoles, d'établissements. Je suis allée directement à travailler, donc j'ai suivi quelques collègues, sur quelques temps pour voir un peu, le travail quand même, mais c'est vrai que je me suis lancée un peu sans trop connaître et mais rapidement j'ai vu que ça me plaisait et j'ai décidé de passer le concours pour être titularisée. Donc on peut être médecin de l'éducation nationale en restant vacataire, mais si on veut être fonctionnaire, il faut être titularisé. Donc pour ça, j'ai présenté dès la première année, le concours. Il s'agit d'un oral au printemps, voilà, donc je l'ai préparé un peu en parallèle de mon activité sur le terrain. J'ai passé cet oral, au printemps et du coup, je l'ai eu et donc ça m'ouvrait la porte à la titularisation. Donc l'année suivante, Mmh. j'étais sur le secteur de mes écoles, une grande partie du temps et en parallèle, j'ai suivi une formation de 14 semaines à Rennes, à l'EHESP, c'est l'École des hautes études de santé publique. OK. Donc et à l'issue de cette année, j'étais titulaire, fonctionnaire et du coup après, bah, voilà, j'avais mes écoles et j'étais, fonctionnaire, de l'éducation nationale. Actuellement, maintenant, ça a changé. On peut toujours le faire comme ça, mais il y a aussi maintenant la FST, Mmh. qui propose, en amont de cet oral, des une petite formation avec plusieurs week-ends et quelques jours à Rennes et à Poitiers, qui permet après, bah, déjà d'être préparé un peu pour, l'examen de l'oral et après qui permet de réduire le temps de formation à Rennes. Et on voit, combien de semaines on a besoin de faire. En fonction de son expérience personnelle, ce temps de formation peut être réduit. Donc il y a des semaines qui peuvent être enlevées si on sent que le médecin a déjà suffisamment de connaissances dans certains domaines. Et depuis l'avènement de la visio aussi, parce que moi j'avais pas ça à mon époque, mais maintenant il y a des semaines qui se font en visio. Donc les choses sont beaucoup plus légères, parce qu'il y a des semaines qui se font en visio. Mais OK. après c'est vrai que j'appréhendais énormément cette année à Rennes en me disant: «Oh là là, ça va être compliqué et tout» et en fait bon, il faut s'organiser au niveau familial, c'est sûr, mais une fois qu'on y est, c'est vraiment de très bonne qualité. On apprend beaucoup de choses, on redevient étudiant et finalement c'était une super expérience. OK, et cette formation, elle a été, tu as dû la financer toi ou ça a été financé par le rectorat ou par, l'État? C'était financé. Moi, je venais de Lyon-Rennes, je prenais des billets d'avion, c'était financé. Là-bas, j'étais logée, nourrie, tout était financé. Retrouver étudiant, tout financé. Et est-ce que maintenant tu peux nous parler peut-être plus précisément des missions du médecin scolaire et à quoi ressemble en fait ton activité professionnelle? Parce que pour beaucoup, je pense que ça reste très, très nébuleux. Oui, je suis très contente de pouvoir en parler parce que c'est vrai qu'on est très peu connus. On a un exercice qui est très intéressant et très varié. Alors, déjà, il faut savoir qu'on s'intéresse aux élèves de la grande section de maternelle jusqu'à la terminale. Donc, ça nous fait un grand panel d'âge. Pour le premier degré, donc pour les maternelles primaires, moi j'ai un CMS, un centre médico-scolaire, donc j'ai un bureau avec une secrétaire, je suis installée, c'est comme un cabinet médical avec une salle d'attente où que les gens viennent à moi. Les parents emmènent leurs enfants comme s'ils allaient chez le docteur. Ça, c'est pour les primaires et maternelles, et pour les collèges, lycées, là, par contre, je me déplace dans les établissements et on travaille à l'infirmerie scolaire. Donc ça, c'est le côté organisation. On a
plusieurs collèges et lycées. Enfin, ça dépend après de la taille du secteur, ça c'est très dépendant du nombre de médecins scolaires. Mmh. Ça, c'est pour l'organisation. Maintenant pour les missions, donc elles sont très variées. On a beaucoup de choses à faire, donc je vais les détailler un peu, les unes après les autres. Donc on commence par, les PAI. Donc je pense que les médecins qui vont regarder cette vidéo, ils doivent savoir ce que c'est que les PAI. C'est projet d'accueil individualisé. C'est les enfants qui ont des problèmes de santé. Ils ont besoin de traitements, de soins, de médicaments à l'école, donc ça se fait dans un cadre qui s'appelle un PAI. Donc le médecin scolaire, on n'est pas là pour rédiger le PAI parce que c'est pas nous qui prenons en charge le côté médicaments des enfants, c'est les médecins traitants qui font les protocoles. Par contre, nous, on est là pour accompagner les équipes éducatives, à mettre en place ce PAI. Donc il y a des choses qui sont très simples, hein, comme la prise de Ventoline ou la prise de paracétamol, c'est pas compliqué. Mais quand on a des enfants qui sont, par exemple, allergiques alimentaires ou quand il y a des mucoviscidoses ou quand il y a du diabète, c'est très compliqué d'accueillir un enfant diabétique. On leur demande beaucoup de choses et donc dans ces cas-là, nous, on fait une réunion avec la famille, avec l'école pour expliquer, ben, voilà, le diabète, la mucoviscidose, des choses comme ça. Donc ça, c'est de l'individuel et puis sinon, en début d'année, on passe dans les écoles pour former toutes les équipes aux gestes d'urgence, en particulier les injections d'adrénaline. Pour que tous les adultes autour de l'enfant, maîtresse, AESH, l'ATSEM, la mairie, s'ils sont disponibles, que tout le monde sache faire les injections et dire à quel point c'est urgent, c'est important. Ensuite, on a dans notre mission un grand rôle auprès des grandes sections. Donc c'est l'année des 5-6 ans des enfants. En grande section, il y a un dépistage obligatoire. Donc là, on vérifie, la vision, l'audition, les vaccins, les dents, le poids, la taille, les choses un peu classiques. Mais c'est aussi un moment très important pour faire des dépistages du trouble du neurodéveloppement. Donc on a des tests de langage, on a des tests, moi je fais des reproductions de figures, je fais des petites constructions de cubes, je regarde la motricité globale des enfants et en fonction, on peut orienter les familles, en disant: «Bah, voilà votre enfant, je pense qu'il a un trouble du langage ou il y a un problème de motricité» et on oriente les familles, voilà, à 5 ans et c'est important de le prendre tôt, ce genre de choses. Donc on travaille pas mal avec la plateforme, la PCO, Mmh. plateforme, pour orienter les enfants dans les suspicions de troubles du neurodéveloppement. Ensuite, les examens à la demande. Donc ça, c'est une grosse partie de notre exercice, que ça soit au collège, que ça soit en primaire ou en maternelle, quand, l'enfant ou l'élève a un problème quel qu'il soit, et ben, on nous fait une fiche de demande d'intervention. Et du coup, on reçoit l'élève avec la famille pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour aider. Donc les gens qui nous adressent, c'est souvent, les enseignants, les directeurs, les infirmières scolaires. Voilà, c'est les gens qui nous adressent les élèves. Parfois, c'est les parents qui prennent directement contact avec nous, mais souvent, ils ne savent même pas qu'on existe, donc Mmh. c'est souvent les enseignants qui nous y adressent. Hem Et du coup, on les reçoit et alors les problématiques sont très, très variées. Beaucoup de problèmes d'apprentissage. Mmh. Beaucoup de problèmes de comportement, beaucoup de problèmes de mal-être à l'école ou de mal-être en général. Donc voilà, là, c'est vraiment une étendue, très vaste. Je dirais qu'on a des enfants qui arrivent, où ils ont jamais eu tellement de suivi, trop de consultations. Donc là, on est là pas mal pour faire un peu le point, puis pour les orienter. Et puis on a aussi des familles, beaucoup qui arrivent avec toute une tonne de bilans. Ils ont déjà tout fait, l'orthophonie, la neuropsy, tout ça, puis on ne sait plus quoi faire de tous ces bilans. Donc je dirais qu'on est là pour faire un peu une synthèse et puis, les aider, essayer de poser un diagnostic, et puis après, qu'est-ce qu'on fait pour les aider à l'école? Est-ce qu'on met en Mmh. place un PAP? Est-ce qu'on met en place un dossier MDPH ou, donc ça, c'est les examens à la demande, ça fait une grosse partie de notre travail. Et il y a la protection de l'enfance. Mmh. Donc à l'école, c'est là où les enfants parlent, hein, c'est là où ils passent quand même le plus de temps après leur famille, donc il se passe quand même beaucoup de choses à l'école et du coup, c'est souvent les enseignants qui sont en première ligne, hein, parce que c'est eux qui ont les révélations de l'enfant. Donc on est là un peu en support des enseignants pour les conseiller, par les informations préoccupantes, les signalements. Nous, on peut être amené à les faire, mais souvent, c'est vrai qu'on donne des conseils. Voilà. Et puis on peut être appelé aussi pour faire des constats de coûts. Donc ça, c'est le volet protection de l'enfance. Il y a le volet, handicap. Donc l'école est une école inclusive. Donc les enfants qui ont des dossiers MDPH, ils sont inclus à l'école. Donc là, pareil, il y a des équipes, on se réunit, on donne des conseils, on peut être là en support et en conseil technique, pour tous ces enfants atteints de handicap qui sont inclus à l'école. Au niveau du lycée, on a des visites obligatoires qui s'appellent les visites pour, travaux réglementés. Donc Mmh. les élèves, quand ils ont entre 15 et 18 ans, ils sont mineurs, mais dans certaines voies professionnelles, ils vont être amenés à aller travailler dans des ateliers où il y a des machines dangereuses et faire des stages où il y a des machines dangereuses et du coup, pour ça, il faut qu'on leur délivre une aptitude. Donc on les voit en visite obligatoirement entre 15 et 18 ans pour, faire un examen, médical, clinique, voilà et dire si on pense qu'ils sont aptes à aller en stage et en atelier. Donc ça, c'est un gros travail en début d'année, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'élèves concernés. Il y a les gestions des événements traumatiques. Donc Ouais. quand il y a un événement traumatique, un enfant qui décède dans une école, un élève, voilà, donc ça, on peut être amené à faire ce qu'on appelle les cellules d'écoute.
Donc ça, Mmh. c'est nous qui sommes sollicités. Alors on n'est pas tout seul, hein, il y a les psychologues scolaires, il y a les assistantes sociales, donc on est toute une équipe, mais on a une formation pour ça. Enfin dans mon académie, j'ai eu une formation pour ça, tout au début de mon travail de médecin scolaire et ça m'a bien servi parce que je pense que chaque année, j'ai au moins une gestion d'événements traumatiques à faire. On fait aussi de la veille sanitaire. On est là si, par exemple, il y a une méningite. Ça m'est arrivé d'avoir une méningite sur mon secteur. On a dû vacciner tout un bassin de population. Donc là, on a été sollicité avec d'autres professionnels, bien sûr, pour faire les vaccins. Au moment du covid, on a été très sollicité, évidemment, avec les protocoles, les cas contacts, voilà, là, c'était vraiment beaucoup de travail. Donc voilà, une mission de veille sanitaire et puis de conseil, parce que dès que l'école a un enfant qui a je ne sais quoi, une maladie, un mégal érythème et puis enfin quelque chose qu'il connaît pas, une gale ou des choses comme ça, tout de suite on nous appelle pour nous demander conseil et voilà. Et enfin, je terminerai par notre, mission de promotion de la santé. C'est quelque OK. chose qui, moi, me tient à cœur. Donc c'est souvent porté par les infirmières scolaires qui, elles, vont dans les écoles, surtout chez les petits, qui font, pour la prévention de l'hygiène bucco-dentaire, qui font, les gestes aux premiers secours, qui font, l'éducation, pour les petits déjeuners, la nutrition, les choses comme ça. Et moi, cette année, je travaille pas mal sur, l'éducation, sexuelle et de la vie affective et en fait, j'ai ciblé cette année, de travailler sur les CP, sur l'intimité, le respect du corps et le consentement et au niveau du CM2, la puberté. Donc ça, je dirais que ça fait partie de nos missions, mais on a déjà beaucoup de choses à faire, donc chacun, en fait, exerce un peu son travail comme il l'entend, comme il le souhaite. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant dans notre travail, on le redira peut-être un peu dans les points forts, mais c'est qu'on a des missions de base, on sait ce qu'on doit faire, mais après on peut aussi, en fonction de sa sensibilité, de ses envies, ben, aménager un peu notre travail et faire ce qui nous fait envie, ce qui nous plaît, ce qui fait que le métier est attractif et qu'on a envie de d'aller travailler. Il y a une certaine marge de manœuvre où, en fonction de tes appétences, de ce qui te paraît important comme sujet à traiter, tu peux, mettre en place des actions de prévention, supplémentaires, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être, qu'est-ce que c'est une journée type ou une semaine type, tu vois, en termes, d'horaire et cetera, d'organisation, pour que les gens puissent se projeter sur, qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation, tu vois, tes journées en tant que médecin scolaire? Alors ce qui est très pratique quand on est mère de famille, c'est qu'on travaille quand les enfants travaillent, puisqu'on travaille sur le temps scolaire. Ça, c'est quand même super, super bien. Donc moi, je suis à 80, je travaille pas le mercredi. Je travaille le plus souvent à mon CMS, donc à mon bureau. Moi, je suis Mmh. organisée comme un médecin, voilà, avec ma secrétaire. Donc, en général, dans ma semaine, ben, j'ai, je dirais, je sais pas, 5-6 demi-journées, à mon bureau avec ma secrétaire. Donc j'arrive vers 8h30 à mon bureau et je reste jusqu'à 17h, voilà, puis je reçois les élèves, voilà, avec les parents. Je réserve des demi-journées pour aller dans mes collèges. Ouais. Voilà et puis après je réserve des demi-journées, de temps de télétravail, ou de travail au CMS mais administratif. Parce que quand on voit des élèves, il y a pas mal de liens à faire. On a vraiment oui, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais on a un travail vraiment d'équipe, de lien, les écoles me les envoient, mais moi je dois faire un retour aux écoles, on doit se mettre en lien avec les psychologues, tout ça, donc je garde du temps aussi pour travailler, là-dessus. Voilà et puis moi je me mets des demi-journées pour ma prévention de la santé. Je vais dans les écoles pour faire mes interventions sur la puberté, sur l'intimité, le consentement, voilà et donc globalement, voilà, c'est du 8h30-17h ce qui me concerne, souvent au CMS. Et on entend aussi souvent, très souvent, dire que la médecine scolaire, c'est très, très mal rémunéré. Heu, Quel est le salaire, enfin, tu vois, en moyenne d'un médecin scolaire? Est-ce que, tu vois, il y a une grille? Comment ça se passe en termes de rémunération? Alors à partir du moment où on est, titularisé, on devient fonctionnaire, donc il y a des grilles avec des échelons. Donc quand on arrive, on reprend un peu notre ancienneté, donc on part pas tout en bas de l'échelle. OK. Donc on nous met, on arrive, je sais pas, on est, échelon, je sais plus 4, quelque chose comme ça et après chaque an et demi, on grimpe d'échelon. OK. Voilà, donc là pour vous don donc ça si vous voulez aller les grilles, vous allez taper sur Google, grille, rémunération médecin de l'éducation nationale, on trouve les grilles. OK. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, donc moi, je suis à 80. J'ai les vacances scolaires, moins 2 semaines, où on travaille pendant l'été 2 semaines sur les vacances scolaires, OK. et je suis payée 3 700 € net. OK. Donc ça donne une idée, Et quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de cet exercice de la médecine scolaire? Alors les avantages, moi je trouve ça très varié. Mmh. Franchement, je fais plein de choses différentes, dans ma semaine donc je trouve ça très varié. Je trouve, c'est ce que je disais, qu'on a quand même une latitude pour faire. Alors on a nos missions obligatoires, les machines dangereuses, voilà, c'est des choses, on peut pas on le fait, mais je trouve qu'on a aussi, l'opportunité de faire d'axer un peu notre travail un peu plus sur ce qu'on a envie et ce qu'on aime. On se soucie pas de l'argent.
Mmh. Et ça, on n'a pas besoin de gérer un cabinet, de gérer enfin moi j'ai jamais été libérale, mais je pense que pour des médecins libérales, se dire qu'ils ont des charges, voilà. Nous, on fait pas payer les gens, on peut les garder plus longtemps s'il faut. On n'est pas obligé de les voir tous les quarts d'heure parce qu'on a besoin de rentabiliser. Enfin, je suis pas libérale, je suis pas comparée, mais en fait, on n'a pas ce souci-là, quoi. Ouais. On est payé à la fin du mois pareil et donc si on veut prendre plus de temps avec une famille ou la revoir et tout, et ben, voilà, on est dégagé de tout ça. On a un rythme de travail qui est quand même avec les enfants qui est quand même, intéressant. On a les vacances scolaires. Donc je disais, on a toutes les vacances scolaires moins 2 semaines. Donc l'été, on finit une semaine après les enfants et on reprend une semaine avant. On travaille avec des partenaires. C'est vrai qu'on est vraiment, on voit plein de gens, quoi, parce que du coup, bah, au niveau de l'éducation nationale, entre les inspecteurs, les enseignants, les directeurs, les assistantes sociales, les psychologues, enfin, on découvre un monde qu'on ne connaît pas tant qu'on n'est pas allé dedans. Et puis après, il faut faire le lien avec l'extérieur aussi. Donc avec, la PCO pour les neurodéveloppements, avec, l'hôpital, avec les médecins traitants, on n'arrive pas toujours à les joindre, mais voilà, on a ce rôle de lien un peu Mmh. entre les soins et l'école. Non, voilà, c'est vraiment principalement les positifs. Après le négatif, bah, alors les médecins qui prescrivaient, on prescrit pas. À part des bilans orthophonies, on prescrit pas, donc ça, je pense que ça peut être frustrant pour certains médecins. Peut-être ça peut en libérer d'autres, parce que du coup, on n'a pas cette charge-là, hein, Ouais. mais on prescrit pas, que des bilans d'orthophonie, donc ça, faut le savoir. Après on reste, on a le droit de prescrire pour soi ou pour sa famille, on est inscrit à l'ordre des médecins, mais voilà. On a quand même beaucoup de psy et de ce problème psychologique, de problèmes sociaux. Enfin voilà, des fois on peut se sentir impuissant, c'est des problématiques qui sont pas toujours très faciles, Mmh. à gérer. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que les élèves, en fait, on a des gros secteurs, donc on les revoit pas forcément beaucoup, quoi. Donc c'est pas vraiment des enfants qu'on suit. On les voit une fois, on peut les revoir s'il y a besoin, mais souvent on est là un peu de façon ponctuelle. Donc Ouais. ça peut être, quelque chose qui peut dans les côtés négatifs, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression de faire du suivi, voilà. Après, ça dépend énormément de notre métier, de l'endroit où on exerce. Moi, je travaille dans le Rhône, on est quand même encore, parce que là, il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite, mais on est quand même encore pas mal de médecins scolaires. Donc on a des secteurs qui sont, raisonnables, donc on a le temps de faire le travail de qualité qu'on a envie. Il y a des endroits où il y a très peu de médecins scolaires et je pense qu'elles exercent pas du tout de la même façon. Donc je Mmh. pense qu'il faut vraiment se rapprocher. Si jamais il y a une collègue qui est intéressée ou un collègue, hein, pas Ouais. beaucoup d'hommes, mais ça peut. Et le service qui peut renseigner, moi je connaissais pas du tout, c'est le service de promotion de la santé en faveur des élèves, à la DSDEN. Ça, c'est Mmh. vraiment l'endroit où là, il y a des médecins conseillers techniques qui exercent et eux, en fonction de son département, il faut aller les rencontrer et ils vont expliquer au niveau local les conditions d'exercice. Parce que moi, je décris pour Oui. le Rhône, mais je pense que tout le monde n'est pas, voilà. Par exemple, on a des très bonnes conditions matérielles. Moi, j'ai un CMS qui est très bien équipé, je suis vraiment bien installée. Je pense que c'est pas le cas partout en France. Il faut Ouais. se renseigner au niveau départemental. OK. Merci, merci beaucoup et bon, peut-être qu'il y a des choses que tu vas dire du coup dans cette partie-là, mais quel conseil toi tu donnerais aux médecins qui s'intéressent à cette activité, mais qui savent pas trop, qui ont pas encore osé, franchir le pas, tu vois, de la médecine scolaire? Ouais, bah, je pense qu'il faut aller, ben, toquer à la DSDEN auprès des médecins conseillers techniques pour voir comment ça se passe dans le département et puis après, il faut aller, on peut commencer par être vacataire pour découvrir déjà, pour faire, Ouais. c'est possible d'être vacataire et pas de faire un plein temps direct ou de faire que ça. Je pense Mmh. qu'il peut y avoir maintenant de plus en plus des activités partagées, aller découvrir, demander à faire des demi-journées ou des journées avec, des médecins scolaires pour voir ce que c'est le travail. Découvrir et puis après, puis après, ben, on peut se lancer. En tout cas, il y a de la place pour, beaucoup de monde parce qu'on manque pas mal de médecins scolaires. Ouais. Avec la démographie médicale comme partout, il y a pas mal de médecins scolaires qui partent à la retraite. Mais, voilà, donc c'est pour ça que c'est important de faire découvrir cette profession qui est vraiment mal connue. Ouais, complètement. OK, bah, merci pour, ces conseils et sur, toutes ces infos sur, la médecine scolaire. Avant qu'on termine, si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous parler de d'une autre, activité, au sein de Ménopositive? Voilà, c'est juste que, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai eu un arrêt de travail, j'ai eu des soucis de santé, et je me suis rendu compte, que les femmes en période de périménopause, préménopause étaient très mal accompagnées, les médecins étaient mal formés et que moi personnellement, j'avais pas les infos qu'il me fallait et que les femmes étaient beaucoup en souffrance. Donc, rien à voir avec la santé scolaire, mais à cette période de ma vie, j'ai cherché des informations là-dessus et j'ai trouvé un groupe de médecins au Canada qui travaille vraiment sur le sujet. Donc je fais partie sur les 20 du temps où je ne travaille pas en santé scolaire, je travaille sur la ménopause. Donc je participe à des visios régulières avec les médecins canadiennes. Donc j'ai appris plein de choses et de nouvelles connaissances sur cette période de vie de la femme et pour en faire partager un peu, les femmes en France, j'ai décidé de travailler sur le sujet. Donc,
J'ai fait un compte Instagram depuis très peu de temps et puis j'ai fait un site internet et j'essaie de lui proposer une conférence aussi sur le sujet donc voilà. C'est mon autre activité. On peut s'intéresser à plusieurs choses et donc moi, c'est les enfants et les femmes, préménopausées et ménopausées. Mais je trouve que tout ça a un sens parce que dans mon activité de médecin scolaire, je m'occupe en CM2 de présenter la puberté aux enfants et c'est Ah! hyper intéressant parce que du coup, bah, je leur explique les cycles, du coup, on parle de la ménopause et c'est drôle parce que j'ai l'impression d'accompagner cette période de vie et au moment de l'arrêt des cycles, quand je reçois des femmes, en périménopause et ça, j'explique la fin, donc je trouve que tout ça a un sens. Bah, merci beaucoup, Laurence pour ce partage, pour cet échange et puis pour, ceux qui nous regardent, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.